Wesh l'équipe, bien ou quoi? Tranquille? Ouais, moi ça va, tranquille, tu connais. Aujourd'hui, 4e épisode de la série de vidéos True Story. On va parler d'une histoire qui s'est passée en France, totalement française, made in France, complet. Ça parle d'escroquerie, Escroquerie à la Dorfma. ça parle d'argent, ça parle d'économie quelque part, ça parle d'histoire, c'est pas mal, c'est une bonne histoire, c'est une bonne histoire. On va encore voir l'humain sous son plus mauvais jour. C'est très intéressant. Mais trêve de bavardage, commençons la vidéo. Alors pour commencer, on va présenter tout le monde. On parle d'Aristophile. Aristophile, c'est une entreprise qui a été créée en 1990 par un monsieur qui s'appelle Gérard l'Héritier. Le fonctionnement de la société, il est simple. En gros, Aristophile achète du patrimoine écrit. Par patrimoine écrit, je veux dire des lettres dédicacées, des autographes, des documents qui ont été écrits par des grands noms de l'histoire, du genre Charles de Gaulle, Albert Einstein, Napoléon, ou je sais pas qui, mais des documents qui ont de la valeur, quoi. Et surtout des documents qui prennent de la valeur avec le temps. Mais Aristophile, qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont récupéré plusieurs pièces de patrimoine écrit, etc., ils vont voir des gens et ils leur proposent de leur vendre ça sous la forme d'un placement financier. C'est-à-dire que toi, disons que t'es client chez Aristophile, au lieu d'aller mettre ton épargne dans une assurance vie ou d'investir dans la bourse ou dans l'immobilier ou t'investis dans ce que tu veux, là tu vas investir dans les produits, les pièces d'Aristophile. Donc c'est un peu comme un fonds d'investissement si tu veux. Et Aristophile promettait de très très bonnes plus-values. C'est des placements financiers qui sont vendus comme étant extrêmement fructueux, qui rapportent beaucoup d'argent. Et en plus de ça, ils arrivent dans un secteur qui n'existe pas en fait avant eux. Parce que tout ce qui est patrimoine écrit, c'est dans les musées, ou c'est des collectionneurs qui ont des trucs comme ça, mais il n'y a aucune entreprise qui s'est imposée dans ce secteur-là et qui fait vraiment beaucoup d'argent à ce niveau. Donc eux en fait quand ils arrivent, il n'y a personne, ils vendent bien le truc, ils explosent tout. Dans les années 2000, Aristophile, c'est l'explosion littérale. Max de clients, ça brasse un max. En 2004, ils ouvrent leur propre musée en plein cœur de Paris, le musée des lettres et manuscrits, et ils y exposent leurs propres pièces, leurs propres documents, etc. Donc tout bénef, les gens ils viennent visiter, ils voient ça, ils veulent acheter, bam, Aristophile, on vend, tac. Bénef max. En 2006, ils rachètent le magazine Plume et ils le renomment Plume Mag. Et forcément, le magazine va aider à promouvoir leurs pièces, promouvoir leurs services, ça va créer beaucoup d'effervescence autour d'Aristophile, autour du secteur du patrimoine écrit, bénef max. En 2009, ils ouvrent un autre musée des lettres et manuscrits à Bruxelles, en Belgique. Ils sont sur la pente montante, ils sont en train de tout baiser. En plus de tout ça, ils organisent aussi beaucoup de rencontres internationales en lettres et manuscrits. En gros, c'est des espèces de petites fêtes mondaines où ils invitent plusieurs célébrités comme Jean-Louis Debré, Franz-Olivier Gisbert, Alain Finkielkraut ou encore Patrick Poivre d'Arvor. Et PPDA, lui, ce sera justement la célébrité qui se rattache le plus à Aristophile. Il va être présenté comme un peu le parrain de la société, il va être vraiment très proche d'eux. Et donc forcément, ça aussi, en fait, si tu réunis des célébrités dans un endroit, t'exposes tes produits, t'exposes tes pièces, t'exposes tes services, ça crée des connexions, ça crée un réseau, ça crée de l'argent, bénéf max. Et avec tous ces éléments mis bout à bout, ça fait qu'en une bonne décennie, Aristophile, ils sont arrivés à construire un véritable empire autour du secteur du patrimoine écrit, de l'autographe, etc. Et ils ont des filiales, des locaux partout en Europe, ils en ont en France et en Belgique, mais aussi en Grande-Bretagne, en Autriche, au Luxembourg, en Suisse. Ils sont en place. En 2011, ils ont affiché un chiffre d'affaires de 167 millions sur une année. C'est énorme, c'est les boss. Personne ne peut les prendre. Mais forcément, vous le savez bien, on le sait tous, un succès arrive toujours avec son petit lot de critiques. Et Aristophile, ils feront pas exception à la règle, puisque vers la fin des années 2000, début des années 2010, il commence à y avoir beaucoup de personnes qui critiquent leur travail, qui critiquent leur façon de faire et qui critiquent beaucoup de trucs vis-à-vis d'eux. Évidemment, dans cette partie-là, il y a juste des gens qui sont jaloux, je sais pas quoi, tu vois, parce que Aristophile, ils sont chauds. Mais il y a aussi des gens qui font partie de ce milieu-là et qui comprennent pas. Parce que Aristophile, ça représente beaucoup d'argent. Ça fait des tales de ouf. Et eux, en fait, ils disent que ce game du patrimoine écrit, c'est pas censé représenter autant d'argent. C'est pas avec des documents, etc. que tu peux générer autant d'argent qu'Aristophile. Ça se compte en centaines de millions d'euros d'argent qu'ils ont de leurs clients, etc. Donc c'est pas un petit fonds d'investissement. Et du coup, ces gens accusent Aristophile d'être en fait simplement en train de créer une énorme bulle spéculative autour du marché du patrimoine écrit. Une bulle spéculative, en gros, pour ceux qui savent pas, on va définir ça rapidement. Moi, je suis pas économiste, t'as vu, mais en gros, disons, moi, je te vends cette très belle épée Zelda, je te la vends 5 euros, tu vois, et on dit qu'on a spéculé dessus. Ça veut dire qu'il y a plein de facteurs qui vont entrer en compte, de gens qui vont dire que ça, c'est trop énervé, les épées comme ça, c'est trop stylé, ça pète sa mère et tout, et ça va prendre en valeur. Sauf qu'en fait, ça, c'est artificiel. C'est une bulle. Le prix, il a gonflé, mais c'est pas le vrai prix. Tu vois, une bulle, dedans, c'est de l'air, y'a rien.
bah c'est pareil. Et là, la bulle elle a gonflé, l'épée maintenant elle vaut pas 5 euros, elle vaut 30 euros. Donc ceux qui ont investi dessus quand ça valait 5 euros, c'est cool. Aujourd'hui ça vaut 30 euros. Ils ont masse d'argent, ils ont doublé par 6. Sauf qu'en fait, tôt ou tard, les phénomènes de bulles spéculatives, ils sont tous voués à s'écrouler parce que les gens se rendent compte, pour X raisons, que ce qu'ils ont entre les mains, bah ça vaut pas le prix que ça coûte en fait. Du coup, bah tout le monde va vendre toutes ces épées, tu vois. Les gens vont tous vendre leurs épées Zelda et la bulle elle va exploser. Pff, et ça redescend à 5 euros. Et donc ceux qui ont investi à la fin, quand ça coûtait 30 euros, bah, ils sont baisés. Parce que maintenant ça vaut 5 euros et en fait ils ont divisé leur argent par 6. Et les gens disent que c'est ce qui se passe avec Aristophil. Et en plus Aristophil, bah, c'est beaucoup de, tu sais, de retraités, etc. qui investissent leur épargne. Donc dans le cas où c'est vraiment une bulle spéculative, bah les retraités ils vont être dans la merde, tu vois. Maintenant, est-ce que toutes ces critiques sont fondées, pas fondées? Est-ce qu'il y a même d'autres problèmes, d'autres secrets qui se cachent derrière Aristophil? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans l'histoire d'Aristophil, il y a une date qui est marquante. C'est approximativement en février 2013. Il y a un journaliste qui s'appelle Vincent Noss. Et Vincent, c'est un petit fouineur. Il a réussi à mettre la main sur des documents comptables d'Aristophil qui prouvent que la société a acheté des lettres manuscrites de Einstein. Où il y avait des travaux de lui sur brouillon, etc. Bon, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais c'est des trucs d'Einstein. Ils les ont achetés en 2002 à 540 000 euros et ils les ont revendus quelques années plus tard à 12 millions. Donc la marge, elle est stratosphérique. Le chiffre de 12 millions, mais les gens ils pètent un câble, tu vois. D'où le truc, il est passé de 540 à 12 millions. Et il y a même un mec qui s'appelle Jean-Jacques Samueli. Ce gars-là, il est historien des sciences et il dit aux enchères, les papiers scientifiques d'Einstein, généralement peu importants scientifiquement, ne dépassent pas quelques dizaines de milliers, voire quelques milliers d'euros. Donc déjà, premièrement, le phénomène de la bulle, il est carrément justifié. C'est pas censé valoir 12 millions. Mais en plus de ça, les gens ici sont intéressés. En fait, les gens ont compris comment Aristophil, ça fonctionnait pour de vrai. Mais comment ça marche vraiment, Aristophil, du coup? Parce que c'est pas exactement ce que je vous ai dit au début. Bah, c'est simple. Disons, moi, je suis Aristophil. Je vais acheter cette épée de Zelda à une vente aux enchères, par exemple. Parce qu'Aristophil, c'est principalement dans des ventes aux enchères qu'ils acquièrent leurs documents. Cette épée, je l'achète dans une vente aux enchères, j'arrive à la péter à 10 balles. J'ai fait une bonne affaire ou pas une bonne affaire, on s'en bat les couilles. Parce que je vais aller voir un expert spécifiquement interrogé par Aristophil. Faut avoir ça en tête. Il est spécifiquement interrogé par Aristophil. C'est-à-dire que l'expert, en fait, personne sait qui c'est, personne parle avec lui. C'est Aristophil qui parle avec lui. Et il dit, ouais, l'épée, franchement, elle pète sa mère. L'épée, franchement, elle vaut pas 10 balles, elle vaut 50 balles. Easy. Même, allez, 100 balles. C'est quoi, l'épée, elle vaut 100 balles. Lourd. L'expert, il a écrit sur un papier que l'épée, elle vaut 100 balles. Donc moi, maintenant, je vais voir mes clients, je vais te dire, regarde, cette épée, frérot, elle vaut 100 balles. Parce que c'est pas énervé, tu vois. Sauf que moi, je te dis un truc, là, je parle à mon client. Moi, je te garantis, frérot, que l'épée, elle va prendre 8% par an. Et donc, si tu réfléchis bien, frérot, dans 5 ans, l'épée, t'as quasiment pris 50% dessus. Donc déjà là, le client, il est conquis, tu vois. Sauf que eux, ils vont encore plus loin. Donc là, j'en pars avec mon client. Frérot, en plus, moi, je vais plus loin. Cette épée, dans 5 ans, t'as pris presque 50%. Et en plus, moi, je te garantis que dans 5 ans, je te la rachète. Donc t'auras même pas de problème à la revendre, etc. Ou tu seras pas emmerdé avec l'épée en mode l'épée elle vaut de l'argent mais personne ne veut l'acheter. Moi je te garantis frérot, je te la rachète, c'est sur le contrat. Là les gens ils pètent un câble. Ils signent. Direct, c'est de l'argent trop facile, tu vois. Bénéf, facile. Sauf qu'en fait, derrière tout ça, ce qu'il faut se dire, c'est que l'expert, c'est bidon. Il y a zéro garantie que l'expertise, elle est correcte. Les gens, ils se faisaient avoir déjà comme ça. Sur quelle valeur ont les documents? Déjà, ils se font baiser une fois. Ils se font baiser une deuxième fois parce que sur le contrat, il y a écrit que Aristophil se réserve le droit de racheter l'article. Et en fait, quand t'as ça dans le contrat, c'est plus un placement financier. Parce qu'il y a un placement financier, il faut qu'il y ait certaines garanties, dont celle-là, pour que ça puisse être qualifié de placement financier. Tu vois, c'est codifié. C'est pas juste tu dis placement financier comme ça. Donc en fait, c'est juste un certificat de possession. Ça veut juste dire que t'as acheté le truc, tu vois. Fin de l'histoire, frérot. Et je te dis pas de la merde, parce que en 2012, l'autorité des marchés financiers a dit, je cite, les placements atypiques proposés aux épargnants ressemblent à des placements financiers, mais n'en offrent pas les garanties. Le problème, c'est que les gens, ils gagnaient de l'argent pour de vrai avec ça, tu vois. Donc, c'est quoi le délire? Mais en fait, Aristophil, c'est simple. Et de toute façon, c'était dans le titre, je pense que la plupart l'ont compris. C'est un système Ponzi. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font Aristophil? Je reprends mon épée Zelda. Quand le client, il m'a acheté mon épée Zelda, il s'est barré, tu vois. Et il revient 5 ans plus tard, il me dit, ouais frérot, moi je me casse, tu vois. Mais tu me dois 150 € presque, c'est sur le contrat, tu vois. Et Aristophil, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, pas de problème, frérot. Ils vont prendre l'argent d'un autre client qui vient d'arriver et qui vient de donner de l'argent. Par exemple, j'ai un autre client qui vient de me donner, je sais pas, 200 € pour la bouteille d'eau. Moi, je prends les 200 € du client, je prélève 150 et je lui donne ses 150. Et lui, il reviendra 5 ans plus tard, pas de problème. Il y aura un autre client 5 ans plus tard, je prendrai de l'argent, je donnerai. Et en fait, c'est ça le système. Ça génère pas d'argent.
c'est du bullshit. Tout est fake, mais du début à la fin. C'est de l'argent qui tourne d'un client à un autre. Et ça, ça c'est t'as pas le droit. Ça c'est illégal, tu vois. Ça c'est pas cool parce que les gens tu les baises de ouf là en fait. Et ça, une fois que tout le monde l'a compris, les faux prix, les fausses plus-values, les faux paiements, le système type Ponzi, Aristophil, à ce moment-là, ils sont déjà morts. Là, on est début des années 2010. C'est qu'une question de temps avant que le château de cartes, il s'effondre complètement. Printemps 2014, Charlie Hebdo dévoile une enquête qui est en cours contre Aristophil pour pratiques commerciales frauduleuses, escroquerie en bande organisée et blanchiment. Il y avait aussi du blanchiment. Une fois que l'enquête elle est dévoilée, les comptes d'Aristophil et de ses dirigeants sont tous clôturés à travers toute l'Europe. Il n'y a plus d'argent qui bouge. Fin 2014, la même année, il y a une grosse perquisition de police surprise, simultanée, dans tous les locaux, les musées d'Aristophil, d'un coup. Bam, la police elle vient, ferme les musées, elle récupère toutes les pièces. Tout est mis sous scellé et ils vont se manger un sale procès qui va découler sur une liquidation judiciaire de la société, c'est-à-dire qu'en fait la société elle est fermée le 5 août 2015. En novembre 2015, donc quelques mois après la liquidation judiciaire, on a PPDA. Vous vous souvenez, je vous avais dit que médiatiquement c'était genre le parrain d'Aristophil, tu vois, il était très proche du truc, il donnait de la force et tout, tu vois. Il a avoué avoir reçu un virement de 400 000 € de la part de Gérard l'héritier, le patron d'Aristophil, sous forme de prêt personnel. Il a été mis en examen à ce propos-là, mais il a été libéré, lavé de tout soupçon. Peut-être que c'était vraiment un prêt personnel. Moi, j'en doute, tu vois. J'ai le droit d'en douter, tu vois. En 2017, on a le notaire d'Aristophil qui s'appelle Jérôme Gautry, qui lui aussi a été mis en examen pour pratiques commerciales frauduleuses, etc. Bref, c'est fini pour eux, tu vois. Et aujourd'hui, toutes les pièces d'Aristophil ont été récupérées par l'État et ils sont en train de les revendre, etc. pour indemniser tous les investisseurs de chez Aristophil, si on peut encore appeler ça des investisseurs. Mais ça va être compliqué parce que déjà les prix étaient artificiels, ils étaient surévalués de ouf, maintenant tout le monde le sait. Et deuxièmement, quand ils ont récupéré toutes les pièces, ça c'est marrant, ils se sont rendus compte, et c'est là que tu vois que c'était, tu vois, tout ça c'était dans la précipitation, tu vois, ça allait vite, ils sont peut-être allés trop vite pour eux, tu vois. Il y a des pièces qui avaient plusieurs contrats, les mêmes pièces, hein. Genre moi, mon épée, tu vois, je l'ai vendue à un mec et à un autre mec. Et sur le contrat d'un mec, il y a écrit qu'elle vaut 10 balles, et sur le contrat de l'autre mec, il y a écrit qu'elle vaut 12 €. Et en fait, c'était un bordel pas possible. Donc je doute que les investisseurs récupèrent un jour leur argent. À mon avis, c'est mort pour eux, tu vois. Et c'était nombreux, hein, parce qu'Aristophil, alors max, ils étaient à 18 000 clients. Ce qui, c'est pas facile, hein. Mais moi, encore une fois, le dernier point qu'il faut m'expliquer dans l'histoire, c'est que Aristophil, liquidation judiciaire, Gérard l'héritier, 0 condamnation. Moi, ça me fume toujours, tu vois. Après, je m'y connais pas en droit français, tu vois, mais comment c'est possible que t'aies une société qui soit condamnée, entre guillemets, parce qu'il y a une liquidation judiciaire, donc une condamnation quelque part, pour pratiques commerciales frauduleuses, pour escroquerie, pour blanchiment, mais que le patron, en fait, la société, c'est le patron, frère, c'est lui qui est derrière la société. Lui, il a rien. Moi, j'arrive pas à comprendre ça, tu vois, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, c'est comme d'habitude, tu vois. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Donc voilà, fin de l'histoire, fin du récit de notre Madoff français national. Escroquerie à la Dofma. Et de sa société qui a bien marché, hein. J'espère que l'histoire vous aura plu, j'espère que vous aura appris 2-3 trucs, que vous retiendrez 2-3 trucs, et likez, abonnez-vous, partagez, surtout partagez, et on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo et la prochaine histoire de folie. Voilà, let's go.